Alors bonsoir tout le monde, et on va commencer par remercier bien sûr Maxime et Sandra pour nous donner l'opportunité d'être là ce soir, avec le magnifique buffet juste derrière, avec les magnifiques personnes que je vois devant moi, c'est toujours un plaisir. Et on va voir ce soir un sujet que Maxime nous a demandé, celui de l'éducation. Alors dans l'éducation, vous savez que c'est un mot très spécial qu'on va essayer de comprendre que ça veut dire le mot éducation. Et on sait que ça parle pas seulement aux enfants, ça parle aux adultes, ça parle dans le business, ça parle dans beaucoup de choses. Mais on va essayer de comprendre, ici on n'est pas ici pour essayer de parler de l'éducateur en tant que professeur, mais on va essayer de parler plutôt du parent. Parce que chaque sujet est totalement, pas différent totalement, mais disons que c'est pas vraiment les mêmes règles. Donc on va essayer de voir ce soir, en tant que parent, comment ça fonctionne l'éducation de son enfant. Alors généralement, chaque parent va essayer de trouver les bons outils, les meilleures façons, comment faire pour éduquer son enfant, pour qu'il soit prêt pour l'avenir. Et on sait que chacun d'entre nous a aussi une vision différente de ce qu'il attend de son enfant. Ce qui fait que c'est pas possible d'avoir la prétention de dire qu'on pourra parler ce soir, premièrement, de la totalité de l'éducation en soi, parce que ça a obligé que ça se fasse en plusieurs étapes, mais encore moins qu'on puisse parler de tous les domaines de l'éducation, et encore moins d'essayer de vous dire comment il faut faire, parce que ça c'est impossible, étant donné que premièrement chaque enfant est différent, et chaque parent est différent. Donc ça c'est pas possible. Donc ce qu'on va essayer de faire, c'est essayer de vous donner les règles de base de l'éducation, comment est-ce que la Torah nous l'apprend, qui va nous donner la possibilité, chacun d'entre nous, de comprendre. Tu peux nous dire comment il faut faire à ce moment-là? Elle fait bien, maman, t'inquiète. Elle gère ça très bien. Donc on va essayer de voir quelle est la base des règles de l'éducation pour pouvoir savoir comment prendre nous-mêmes les bonnes décisions dans chaque moment de l'éducation de son enfant. Vous allez voir que ce n'est pas si évident que cela, et vous avez déjà vu par l'expérience que ce n'est pas quelque chose d'évident, mais vous allez voir que très souvent on se trompe, et même des fois on est sûr d'avoir raison, et pourtant c'est l'inverse, et des fois inversement on pense qu'on s'est trompé alors que c'est exactement ce qu'il faut faire. Donc en fait il y a des règles de base qui sont très fixes, et que sur ça on peut baser l'éducation de son enfant. Premièrement, il faut savoir que le mot éducation, ou même des fois on peut l'appeler professeur de son prénom, l'éducateur n'est pas le parent de l'enfant. Quand vous envoyez vos enfants à l'école, les professeurs ne sont pas les éducateurs de vos enfants, ils sont les professeurs. C'est deux mondes tout à fait différents. Ce n'est pas eux qui vont éduquer vos enfants, c'est à vous de le faire. Donc si vous vous basez pour les mettre dans une bonne école en pensant qu'ils vont être éduqués de la meilleure façon, c'est déjà le départ n'est pas très top, ouais, ça c'est sûr. Parce que l'éducation se fait par les parents et pas par le professeur. Le professeur ne peut que aider à l'éducation, on va dire, de l'avenir matériel de l'enfant, mais pas moral. Bien sûr, l'éducateur a des règles aussi de base dans comment est-ce qu'il va donner ces informations à l'enfant, et même des fois devoir éduquer l'enfant, et même souvent même devoir éduquer les parents, surtout dans notre génération. Mais en tant que parent, on ne peut pas se baser sur le professeur. Sinon, l'enfant se sent tout à fait dans une insécurité indéfinissable. C'est pour cela qu'on ne va pas essayer ce soir d'enseigner ce que c'est l'éducation, mais tout simplement de vous faire profiter d'une certaine mesure l'expérience que la Torah nous donne pour savoir comment faire dans quelques situations possibles. Alors d'abord, on va essayer de comprendre que veut dire le mot éducation. Il y a trois façons de base qu'on va essayer de développer. La première, c'est le mot éduquer. Éduquer, ça veut dire aussi enseigner. On va essayer d'enseigner à nos enfants, et pour cela, on va essayer de faire passer un message pour savoir comment il va pouvoir agir dans sa vie, maintenant, tout de suite, et pour le futur. Après, il y a
le moyen comment arriver à ce que l'éducation puisse être possible. Ça, ce n'est pas de l'éducation, c'est un moyen. Et la troisième, c'est ce qui pourrait être anti-éducatif. Il y a beaucoup de choses qu'on pense qui sont éducatifs et pourtant qui sont exactement l'inverse. Et malheureusement, ça peut être aussi dans des actes religieux, ça peut être aussi déclenché par des considérations religieuses et qui sont totalement anti-éducatifs. Alors comment ça fonctionne? Et vous allez voir que la logique est très simple et quand on essaye d'y penser, d'y réfléchir, quand on essaye d'éduquer nos enfants, après ce sera plus facile. Mais ça prend beaucoup de temps, mais quand on l'a compris, c'est plus simple. Alors d'abord, chaque parent ou chaque éducateur qui va baser son éducation sur l'inconfort, sur la gêne, sur la tension, ou encore pire, la honte, il n'est pas appelé un éducateur, il est appelé un destructeur. Comme ça, on commence déjà directement comment ça fonctionne. Un enfant qui est basé toute son éducation sur « attention, si tu fais ça, tu ramasses », vous êtes sûr que vous n'êtes pas en train de l'éduquer, vous êtes en train de le détruire. Mais on est obligé d'avoir de la rigueur. On est obligé de temps en temps de contraindre nos enfants à faire ce qu'il faut, même des fois pour leur propre sécurité, ou même peut-être pour les éduquer. Alors on va essayer de comprendre comment ça fonctionne. La première base, qu'on va revenir plus tard sur la punition, on va d'abord parler plus de l'éducation, mais après on va revenir dessus, c'est que la punition n'est pas une éducation, c'est un moyen d'aplanir le terrain pour pouvoir éduquer l'enfant. Éduquer, encore une fois, c'est le mot enseigner. La punition n'est pas une façon d'enseigner. C'est préparer le terrain pour pouvoir lui apprendre quelque chose. Vous pouvez par exemple voir un exemple très simple d'un enfant qui vient pendant toute sa jeunesse à la synagogue, qui est toujours à côté de ses parents, toujours en train de faire la prière, tout ce que vous voulez, et puis le jour où il grandit, il lâche tout. Malheureusement, c'est assez classique. Pourquoi? Pourtant, le père, il a fait tellement d'efforts pour être là avec lui, pour lui montrer, pour le sortir du lit, prêt à tout pour qu'il vienne avec lui. Et pourtant, le jour où l'enfant va se sentir, entre guillemets, libre, il va tout lâcher. Pourquoi? Si vous posez la question à l'enfant, il va vous dire, c'est très simple. Tout ce que je me rappelle de ce que veut dire le mot tfila, prière, c'est que mon père, il me sort du lit alors que je ne suis pas encore réveillé, qu'il me crie dessus chaque seconde parce que je ne m'habille pas assez vite. Pire, de temps en temps, je me suis ramassé un verre d'eau pour me réveiller. Et il me court derrière et me fait courir dans la route parce qu'il faut vite arriver à la synagogue sinon on va être en retard. Et après quand j'arrive et qu'on arrive en retard, il dit à tout le monde c'est à cause de mon fils. Et quand j'arrive sur place et que j'essaye de me lever pour aller jouer, je me fais engueuler devant tout le monde si c'est pas que je me suis ramassé même quelques petites baffes sur le chemin. Donc tout ce que je me rappelle moi du mot tfila, c'est l'inconfort, la gêne, la tension, même des fois la honte. Comment vous voulez que l'enfant ait envie plus tard d'aller à la synagogue? Impossible. Et même si au bout d'un moment il va comprendre l'importance de faire la tfila, de faire la prière ou de venir à la synagogue, inconsciemment, il aura dans la tête tfila est égal inconfort. Parce que c'est comme ça qu'on l'aura conditionné. Alors, quelle est la base de l'éducation? C'est lui donner un maximum de chaleur, de tendresse, d'affection, de plaisir et surtout de satisfaction. Le féliciter qu'il est venu, qu'il a réussi, qu'il a fait quelque chose. Et en premier lieu d'être venu, ce qui n'est pas le cas de tous les enfants premièrement. Et après, réussir avec les outils qu'on va parler maintenant, de l'éduquer, de lui enseigner ce que sont les valeurs de ce qu'on essaye de lui montrer. Plus précisément, dans cette histoire, on parle de la prière, mais ça peut être d'autres choses. Alors, on va essayer d'abord, en plusieurs étapes, de comprendre comment ça fonctionne. La première chose,
On va prendre l'exemple d'un enfant à qui on commence à lui apprendre de faire la bénédiction avant de manger. Vous avez devant vous un enfant qui prend le bonbon, qui va pour manger, et vous lui dites non, ne mange pas tout de suite, tu dois d'abord faire la bracha. Ça peut venir aussi différemment si vous ne voulez pas prendre spécialement le côté religieux, qu'il a pris sans permission le bonbon, vous lui dites non, avant de prendre le bonbon, il faut demander la permission. Ce qui est tout à fait normal. Autant de demander la permission aux parents, autant de demander la permission à Dieu. Sauf que l'enfant ne le comprend pas. En tant qu'enfant, il a envie d'un bonbon, il prend. Alors comment lui enseigner l'importance de demander? Alors vous avez plusieurs possibilités. D'abord, vous avez le drapeau blanc. Allez, laisse tomber, c'est pas grave, c'est pas la fin du monde. Qu'une fois il fasse pas la bracha ou qu'une fois il demande pas la permission, c'est pas grave. Malheureusement, c'est pas du tout éduqué ça. Ça peut arriver de temps en temps que c'est pas le moment d'éduquer à ce moment-là parce que l'enfant n'est pas en condition à ce moment-là. Ça peut arriver aussi. Mais c'est pas éduquer. Le mot éduquer, c'est enseigner. Un drapeau blanc, c'est pas enseigner. Alors vous avez la deuxième possibilité, lui refuser le bonbon. Non, tu peux pas. T'as pas pris la permission, je te l'enlève. T'as pas fait la bracha, je te l'enlève. Il n'y a pas, c'est pas possible. Est-ce que vous éduquez à ce moment-là? Non. Ah, mais comment faire alors pour lui apprendre à faire la bénédiction? Lui enlever, lui dire maintenant tu demandes la permission, si tu demandes, je te le donne. Est-ce que ça s'appelle éduquer? Pas totalement non plus. Parce que qu'est-ce que vous lui apprenez? Que pour avoir quelque chose, il faut faire quelque chose. Est-ce que vous lui avez enseigné à faire la bracha? Ou enseigné à que quand il veut quelque chose, il doit s'arranger, il doit même des fois pas faire ce qu'il faut pour pouvoir avoir ce qu'il veut? C'est pas la même chose. Enseigner à quelqu'un de demander la permission avant de prendre, que ce soit aux parents ou que ce soit à Dieu, il faut faire comprendre les choses. Ici, on n'est pas en train de lui faire comprendre, on l'oblige à demander avant de prendre. Donc encore une fois, le mot éduquer vient du mot enseigner. Donc qu'est-ce qu'il faut faire dans ces cas-là? Se tourner vers l'enfant et lui dire, tu sais, avant de manger, sache que dans le monde, Hachem il a mis énormément de choses. Il nous donne la possibilité de profiter de ce monde, mais pour cela il nous demande une seule chose, de demander la permission avant. Si maintenant, à cet instant, tu n'as pas la force de demander la permission, c'est pas grave. Mets ton bonbon dans la poche, c'est le tien. Quand tu auras la force, tu demanderas la permission et tu le mangeras. Généralement, il n'y a pas de problème, l'enfant va vous faire ou la bracha ou va demander la permission directe. Il le veut son moment, donc ce n'est pas un problème. Est-ce qu'on a enseigné quelque chose? Toujours pas. On n'a pas encore éduqué. On a simplement préparé le terrain. Premièrement, ce qu'on n'a surtout pas fait, c'est qu'on n'a pas fait un conditionnement négatif. Il n'est pas toujours positif encore, mais il n'est pas négatif. On ne lui a pas dit c'est interdit, tu ne peux pas. On lui a simplement dit pour l'instant tu ne peux pas, ça dépend de toi. À partir de là, il faut commencer à éduquer. Après qu'il a mangé le bonbon, qu'il est bien, qu'il se sent bien, après qu'on a mangé le buffet, c'est là qu'on a le ventre plein, on peut commencer à parler. C'est comme ça. Donc comment ça fonctionne? À partir de là, il faut lui dire, tu sais, dans le ciel, il y a des anges, de plusieurs niveaux, de plus grands, de plus petits, et chaque ange va bénir, va louer Dieu. Et il y a un certain moment, il y a un silence complet qui se fait dans le ciel. Qu'est-ce qui se passe? Il se passe qu'il y a un enfant sur terre qui va pour manger. Et quand il va faire la bénédiction, cet enfant, Dieu demande à tous les anges de se taire pour l'écouter. Là est la force que tu as, mon cher enfant, de pouvoir faire taire le ciel pour que Dieu t'écoute. Vous allez voir que l'enfant va courir à la cuisine pour demander encore une autre chose pour pouvoir faire une deuxième bénédiction. Parce qu'il va comprendre la force qu'il a entre les mains de pouvoir parler directement à Dieu, lui demander quelque chose et le remercier. Ça, c'est enseigner. Ça, c'est éduquer. Faire comprendre à l'enfant l'importance de l'acte qu'on lui demande, quel qu'il soit. Pour ça, bien sûr, il faut savoir quoi lui dire. Et chaque cas est différent. Maintenant qu'on a compris ça,
il faut savoir une chose très importante de base. Plus grande est l'épreuve que l'enfant a devant lui, plus grande la compensation doit être aussi. S'il a fait un effort petit, la compensation doit être petite. S'il a fait un grand effort, et vous le connaissez généralement, alors il faut que la compensation soit grande pour qu'il comprenne que chaque effort ramène une certaine récompense. On va voir aussi, on va parler dans la récompense, est-ce que le bonbon et la carotte, c'est toujours une bonne façon d'éduquer? On va en parler tout de suite. D'abord, revenons un petit peu à cette histoire de l'enfant qui, à un certain moment, ne voulait plus prier. Ça ne l'intéressait pas. Il était toujours dans l'inconfort. Donc, le jour où il a commencé à grandir et qu'il a pu dire à son père non, c'était fini. Alors, quoi faire? Alors, bien sûr, généralement, les parents, ils commencent par les encouragements. Et c'est bien sûr une base qu'on va l'apprendre. Un encouragement, s'il n'y a pas d'encouragement, il n'y a pas d'éducation. Sauf que ça n'a pas fonctionné. Pourquoi ça ne va pas fonctionner? Premièrement, parce que c'est déjà assez tard. Donc c'est plus difficile. Et donc à la seconde où l'enfant il sent que le père a enlevé sa pression, enlevé la tension, il en profite, il se sauve. Alors comment faire pour le rattraper? Si ce n'est pas en criant, si ce n'est pas en l'attrapant? C'est dur. Alors ce parent, il est parti voir le rabbin de la synagogue et il lui a dit, voilà ce que j'ai comme problème. Et ils ont analysé les choses, ils se sont rendus compte que le père se mettait toujours tout au fond de la synagogue, à côté de la porte, juste avant de partir. Et que c'est juste là où tous les enfants se mettaient pour jouer. Ce qui fait que l'épreuve de l'enfant était 10 fois plus dure. Parce que lorsqu'il arrive à la synagogue, il s'assoit, et tout ce qu'il voit et tout ce qu'il entend, c'est des enfants qui chahutent et qui jouent. Donc c'est normal qu'il est attiré par ça. Alors il a changé de place, contre la volonté même de soi-même pour le père. Il s'est mis plutôt devant. Et l'enfant, c'était déjà plus facile de rester assis, parce qu'il n'était pas attiré par ces enfants qui étaient juste à côté de lui avant. Donc l'épreuve était plus petite. Et donc il a réussi. Avec du temps, avec des encouragements, mais il a réussi. Pourquoi il a réussi? Parce qu'il ne faut pas oublier des fois que les épreuves ne sont pas toujours faciles pour les enfants. Ce n'est pas toujours évident. Et des fois, il faut leur donner moins de difficultés pour qu'ils réussissent. Et il faut penser à ça aussi des fois. On veut qu'ils arrivent à un certain niveau, mais des fois, ils ne peuvent pas. En tout cas, pas tout de suite. Eh bien, il faut descendre un petit peu. Ce n'est pas grave de descendre et d'attendre. Ils ne sont pas pressés, ils ont toute leur vie. Donc, il faut des fois aussi regarder pourquoi ils n'y arrivent pas. Peut-être qu'on a mis la barre trop haute. Et surtout, en parler avec les personnes qui sont dans le souci. Ça peut être à l'école avec des professeurs, ça peut être à la synagogue avec le rabbin. Pourquoi? Parce que qu'est-ce qu'il a fait le rabbin dans cette synagogue? Eh bien, il a offert, 6-7 mois plus tard après cette histoire, un kiddush spécialement pour les enfants. Donc c'était une idée assez intéressante. Et tous les enfants étaient en première ligne, que généralement on leur dit vous laissez la place pour les adultes. Et là on les a mis eux autour de la table. Et il a commencé à raconter une histoire. Il dit voilà, je vais vous raconter une histoire. Il y avait une fois un roi qui a vu qu'il y avait beaucoup d'enfants qui avaient vraiment une façon de se comporter magnifique. Il a voulu les remercier. Alors il leur a dit regardez ce qu'on va faire. Je vous laisse la salle de mon trésor ouverte pendant 1 heure. Mais, juste avant la salle du trésor, il a construit un très grand parc d'attractions, avec des bonbons à volonté, avec vraiment la fête. Et tous les enfants directement, qu'est-ce qu'ils font en tant qu'enfants? Ce qui est tout à fait normal, ils vont jouer, ils vont manger, ils ne comprennent pas l'importance de ce qu'il peut y avoir derrière la salle du trésor. Et il y a un enfant au milieu, qui lui, il avance, il ne prend pas les bonbons, il ne va pas pour jouer, ni au toboggan, ni au parc d'attractions, et il commence à aller dans la salle du trésor, et tout le monde se moque de lui, viens avec nous, mais oublie, qu'est-ce que tu t'embêtes là-bas, ça ne sert à rien, viens, et lui, il va quand même dans la salle du trésor, et il prend un petit peu, et il ressort, et il met dans son cartable, et puis il repart encore, il va prendre encore un petit peu, et à chaque fois on l'embête, et on le saoule, etc. Sauf qu'à la fin, il reste 5 minutes, et il y a déjà une alarme qui sonne, il vous reste 5 minutes,
Tous les enfants, ils courent vite dans la salle du trésor pour essayer de prendre quelque chose. Et quand ils reviennent, ils voient directement la différence des sacs. Et là, le Rav lui dit, sachez qu'il y a un enfant dans la synagogue que je voudrais quand même faire remarquer à tous, que malgré la difficulté, qu'il y a beaucoup d'enfants qui n'ont pas encore compris ce que c'est le trésor de rester à la prière, de prier, d'apprendre et de faire, il réussit à rester avec son père, et même si encore à ce moment-là, ce n'était pas encore au top, mais le rabbin, il a quand même marqué le coup en disant, il réussit à faire des choses extraordinaires, et il reste, et il a compris qu'est-ce que c'est le trésor de la prière à la synagogue. L'enfant, il part en sanglots, et ça a pris plus d'1 an pour que vraiment il comprenne cet enfant et qu'il reste par lui-même. Mais pourquoi ça a fonctionné? Ça a fonctionné parce que numéro 1, l'épreuve était plus petite. Numéro 2, le parent l'a encouragé. Et numéro 3, des gens de l'extérieur l'ont encouragé. Ça fait beaucoup de détails qui font que l'enfant va pouvoir pas seulement faire ce qu'on attend de lui, mais il va apprendre par lui-même à faire ce qu'il faut pour lui. Ça n'a rien à voir. Parce que quand il va grandir, on ne sera plus à côté. Est-ce qu'il va faire ce que nous on attend de lui ou il va faire ce que lui aura envie? Donc depuis petit, il faut l'éduquer, il faut lui enseigner ce qu'il faut pour lui, pas pour nous. Et ça prend du temps. Il y a une autre histoire qui, sûrement, vous arrive, ou va vous arriver, en tout cas qui m'arrive aussi à moi. C'est le père qui essaye d'apprendre avec son enfant 1 heure, chaque fois qu'il revient de l'école, au moins 1 fois par semaine, il dit, mon fils, on regarde ensemble, on va étudier le Talmud, on va étudier tes maths, on va gérer ensemble, on va réussir, t'inquiète pas. Et il s'assoit pendant 1 heure avec lui, et il étudie, et lui, le père, il s'arrête tout de son travail pour lui, et il est sûr qu'il fait bien, hein. Et il fait ça bien, et il étudie avec lui, il révise avec lui, et à la fin, il sait qu'il a tout compris, l'enfant. Et puis, à un certain moment, on pose la question à l'enfant, dis-moi, comment ça se passe avec ton père? Il dit, le pire moment de ma semaine, c'est quand j'étudie avec mon père. Il dit, je ne comprends pas. Il prend du temps pour toi, il fait tout pour toi, il t'aide, c'est grâce à lui que tu réussis. Pourquoi tu dis ça? Il dit, mais j'arrive le voir, il m'engueule, il me fait asseoir, il m'oblige alors que je suis tranquille en train de jouer, et il veut que je comprenne, et tout ce que je ne comprends pas, il me répète que j'ai toujours pas compris, jusqu'à que je comprenne, et il me fait répéter, et encore, et encore. J'ai qu'une envie, à la seconde où on commence, c'est d'avoir fini. Alors on va poser la question au père, comment ça se fait qu'il a ce sentiment? Il dit, mais je ne comprends pas. Premièrement, je prends du temps de mon travail, de mon temps libre, pour lui. 1 heure, vous imaginez ce que c'est énorme. Il y a une seule question qu'on va poser au père. Est-ce que c'est un plaisir pour toi d'être avec ton enfant à ce moment-là? Ou c'est un effort pour toi? Généralement, il va dire c'est un effort, je fais un effort. J'aurais tellement d'autres choses que j'aurais voulu faire, je fais un effort pour mon fils. Mais alors, si pour toi c'est un effort, pourquoi ce ne serait pas un effort pour ton fils? Si pour toi ce n'est pas un plaisir, pourquoi ce serait un plaisir pour ton fils? Quand ce sera un plaisir pour toi, ce sera un plaisir pour ton fils. Si tu veux qu'il aime être avec toi, il faut que tu aimes être avec lui. Tu n'es pas en train d'être avec lui pour ses études. Tu veux être avec lui, lui apprendre, l'éduquer, lui montrer que les études sont importantes et que c'est pour cela que tu es avec lui et que ça doit être un moment de plaisir. Mais si pour toi c'est un effort, que tu n'as qu'une envie, c'est de partir vite, pourquoi tu veux que ce soit différent pour lui? Toi tu as envie de faire d'autres choses, lui il a envie de faire d'autres choses, les deux vous êtes dans une tension, les tensions ils sont là. Alors comment faire? La réponse est simple. Premièrement, ne demandez à l'enfant que de lui répéter que des choses qu'il connaît déjà. En grande généralité, de ne faire réviser l'enfant que ce qu'il connaît déjà. Pourquoi? Parce que l'enfant va être content de montrer à son père ce qu'il connaît. Et donc ce sera un plaisir de montrer à ses parents qu'il est dans la connaissance, qu'il a quelque chose. Et doucement lui donner quelques petites choses en plus pour qu'il évolue. Et il n'aura pas des bonnes notes, c'est pas la fin du monde. Il va s'en tirer, vous inquiétez pas, il va grandir, il va y arriver. Mais pendant cette heure-là, ou même ces 10 minutes que vous allez étudier avec lui, bonsoir.
il faut que ce soit un plaisir. Il faut que l'enfant se dise, je vais aller voir mon père maintenant, je vais étudier avec lui, ça va être un kiff, je vais lui montrer tout ce que je connais. C'est ça qu'il faut qu'il ait envie. Et à force, vous pourrez rajouter encore des choses qu'il ne connaît pas encore. Pourquoi? Parce qu'il va venir avec plaisir. Une personne qui vient sans plaisir pour écouter quelqu'un qui est déjà sous la tension n'a pas envie d'écouter. Celui qui vient avec plaisir parce qu'il veut apprendre, à ce moment-là, c'est sûr qu'il va écouter. Mais premièrement, il faut que ce soit un plaisir pour les deux. Et lorsque c'est un plaisir pour les deux, alors on a l'écoute. Si on n'a pas l'écoute, vous pouvez dire 50 000 fois les choses, juste ça va taper sur la tête et on a envie de partir. Alors, quelles sont les choses de base à faire? La première, c'est de ne pas se mettre en face de l'enfant. Si on se met en face, c'est comme si je suis l'éducateur, je suis le grand et toi tu es l'élève. Déjà, c'est foutu avant de commencer. Se mettre à côté avec le bras sur l'épaule. On est ensemble, on apprend ensemble. Je ne suis pas là en tant que professeur comme tu es à l'école, je suis là en tant que père qui t'aime et je veux t'aider, je veux qu'on fasse des choses ensemble. Si vous commencez avec ça, déjà l'enfant se sent privilégié d'avoir un moment avec son père ou sa mère, même chose. À ce moment-là, l'enfant a envie de parler, a envie de partager, a envie d'être avec vous. Et à ce moment-là, vous pouvez commencer à éduquer, à lui montrer que c'est un plaisir d'étudier et pas une contrainte. Et pour que ce soit un plaisir, il faut que l'enfant ne parle que des choses qu'il connaît déjà, des choses qu'il a déjà entendues, et pas toutes les 2 secondes, une non, c'est pas comme ça, non, c'est pas comme ça, non, t'as mal compris, viens, je t'explique. Tout ce que vous êtes en train de lui montrer, c'est qu'il n'a rien compris, tout ce qu'il a fait à l'école, c'était nul, et il est nul, et il ne va jamais réussir. C'est le message qu'il entend. Il faut lui montrer qu'il réussit par soi-même, et que ce qu'il connaît, c'est déjà magnifique, et que vous allez pouvoir lui enseigner quelque chose de plus qu'il n'avait pas avant, et qui va le permettre de grandir. Mais pour ressentir ça, il faut qu'il ait envie. Alors sur ça, bien sûr, il y a plein de questions. La première chose, c'est par quels moyens on peut lui donner à notre enfant pour qu'il puisse affronter son avenir. Quels sont les moyens de base? La deuxième chose, c'est quelles possibilités lui sont offertes dans son libre arbitre, en sachant qu'on veut quand même le mettre sur un certain chemin. Quel est vraiment son libre arbitre qu'il va avoir dans sa vie? Il y a des choses qu'on a le droit, des choses qu'on n'a pas le droit, des choses qu'on peut, des choses que même si on veut, on ne peut pas. Troisièmement, et ça c'est un peu le plus important en fin de compte, qu'est-ce qu'on pourrait donner à l'enfant pour que plus tard, seul, il sache ce qu'il faut ou ne faut pas faire. Et qu'il va réussir à s'empêcher par soi-même de ne pas faire de bêtises. Quand je dis de bêtises, ça peut être de tous les niveaux. Et en tant que juif, qu'est-ce qu'on peut lui donner comme possibilité pour qu'il sache ce qu'il faut faire en tant que juif ou pas? Et la question la plus difficile qui va vous trotter tant que les enfants ne sont pas mariés et qu'eux-mêmes ils ont des enfants, c'est est-ce qu'on pourra leur reprocher de ne pas avoir réussi? Est-ce qu'on pourra un jour se poser la question, se dire t'as pas réussi, c'est de ta faute? Ou alors se dire encore pire, il n'a pas réussi, c'est de notre faute. Et ça, c'est une question qui n'est pas facile parce que malheureusement, on peut montrer en fin de compte à nos enfants la porte, on peut les pousser un petit peu pour l'ouvrir, mais traverser la porte, c'est eux qui le feront quoi qu'il se passe. Donc en fin de compte, est-ce qu'on est prêt à se dire je ne vais pas plus tard leur reprocher d'avoir fait tel choix? C'est une question très difficile parce que des fois, des enfants ne font pas et ne vont pas dans le chemin qu'on leur a montré. Est-ce qu'on pourra leur reprocher ou qu'ils puissent savoir déjà petit qu'on leur donne la possibilité de choisir? Et donc ça revient à cette même question, à quel niveau le libre arbitre il est chez eux, autant qu'on l'a reçu de nos parents. Alors, vous allez peut-être un peu choqué de la phrase que je vais vous dire tout de suite, mais des fois, la meilleure façon d'éduquer, c'est de renoncer à éduquer. Pourquoi? Parce que vous allez voir que c'est exactement pile là où vous avez mis toutes vos forces pour l'éduquer d'une certaine façon, que là il va faire l'inverse.
Juste là où vous avez fait tout ce qu'il faut pour qu'il réussisse dans telle chose, c'est là où ça ne marche pas. Comment ça se fait? En fait, parce que malheureusement, vous n'avez pas éduqué. Vous avez eu simplement des réflexes éducatifs, des réactions au comportement, une conséquence aux actions qu'ils ont eues, mais ce n'était pas d'éducation. Et malheureusement, c'est souvent critique. Et donc, ce n'est pas d'éducation. C'est simplement un conditionnement qu'on a fait à l'enfant et qui peut souvent aggraver les choses. Très souvent, ça aggrave les choses. Alors, c'est quoi la solution? Alors déjà, on va revenir sur une chose de base. La carotte, le bonbon. Est-ce que c'est une façon d'éduquer? Oui ou non? Qu'est-ce que vous en pensez? Même nous, encore aujourd'hui, on se fait éduquer comme ça. On arrive à Rosh Hashanah, je vais bien prier, comme ça je vais avoir une bonne année. C'est la carotte, hein, cherchez pas. Donc, quoi qu'il se passe, le bonbon et la carotte, c'est quelque chose qui va rester toute la vie. Ça peut être pour aller travailler, pour avoir un salaire, ça peut être... Chacun, il a sa carotte, quoi qu'il se passe. Mais, c'est pas encore de l'éducation. C'est une préparation au terrain. Parce que tant qu'on le fait pour la carotte, on ne le fait pas pour l'acte. Donc on n'a pas enseigné la chose encore. On a enseigné que quand on fait ça, on reçoit ça. Mais on ne fait pas les choses pour l'acte lui-même. Donc ce n'est pas de l'éducation encore. Donc que ce soit la punition, que ce soit la carotte, l'éducation se fait après. Qu'on ait aplani le terrain avec une récompense ou avec une punition, c'est l'enseignement qui se fait après que l'enfant est prêt qui est le plus important. Et malheureusement, on pense avoir éduqué nos enfants très souvent en disant « mais j'aurais toujours dit non, ça c'est interdit et ça c'est permis, j'aurais toujours donné plein de bonbons lorsqu'ils ont fait des bonnes choses ». Vous n'avez pas encore commencé à éduquer vos enfants. Parce que l'éducation se fait après ça. C'est un enseignement. Faire comprendre à l'enfant pourquoi c'est important que plus tard il le fasse. C'est pas de le faire. Là, quand on fait faire à un enfant quelque chose, on le dresse. Mais c'est pas de l'éducation. C'est triste, hein, mais c'est vraiment comme ça. L'éducation, c'est faire que par lui-même, il ait envie de le faire. Et ça peut prendre des années. C'est ça l'éducation de ses enfants. Et ça ne s'arrête pas, l'éducation de ses enfants. Alors on va ramener une phrase que la Torah nous ramène, qui est très importante et qui n'est pas toujours d'actualité, qu'on ne voit pas toujours que ça fonctionne. Et on va comprendre pourquoi. La phrase, elle est comme ça. Les actes extérieurs d'une personne influent sur son monde intérieur. Ce qui veut dire que lorsqu'une personne va faire une bonne action, par exemple, ça va rendre la personne meilleure. Lorsque la personne va commencer à prier, ça va lui donner en même l'envie et la compréhension de ce que c'est la prière et donc de le faire. Et la même chose pour tout, pour la charité. Une personne qui ne le donnait pas, on va lui faire comprendre, faire, il va faire, ça va lui donner l'envie de faire encore. L'appétit vient en mangeant, entre guillemets. Sauf que la question revient à ce qu'on avait parlé au tout début. En fin de compte, on voit que c'est pas tout à fait vrai. Est-ce qu'une personne qui va donner beaucoup de charité va devenir meilleure? Est-ce qu'une personne qu'on va obliger à venir à la synagogue, et est-ce qu'il va venir après par lui-même? Est-ce que ça va lui l'enseigner à faire? Pas spécialement. Alors, il y a une histoire, quelque chose qui s'est passé, que le Chafetz Chaim ramène souvent, un grand rabbi, le Chafetz Chaim, qui ramène l'histoire des Cosaques. Tu as sûrement entendu parler des Cosaques, qui étaient des soldats, mais d'une rigueur très spéciale. Et ils avaient un cœur à l'ouvrage, et ils faisaient les choses bien, et ils mettaient toute leur force et toute leur vie dans leur vie de soldat. Et pourtant, après toute ces rigueurs, pendant toutes ces années, cette discipline sans limite, arrive le jour de la retraite, et qu'est-ce qu'ils deviennent? Ils sont à côté du poêle, dans les bars, et ils se saoulent. Et ils finissent leur vie comme ça. Bien sûr, c'est pas tout le monde, mais généralement. Alors on a posé la question à Chafetz Chaim. Comment ça se fait? Avec toute la discipline qu'ils avaient en tant que soldats, même les commandos, les plus grands, les plus forts,
À la fin, ils finissent comme ça. Et c'est aujourd'hui, il n'y a pas que les Cosaques. Comment ça se fait? Et la réponse, elle est parce que toute la discipline qu'ils ont eue, toute la force qu'ils ont eue, toute la vie qu'ils ont donnée jusqu'à aujourd'hui, c'était pour un seul but. Pour pouvoir se retrouver à côté du poêle et boire. Tout leur but, pourquoi ils ont vécu, ils ont travaillé, ils ont donné leur vie, ils ont mis toute leur force, c'était pour qu'à la fin, ils puissent être en vacances. C'était ça le but de leur vie. Donc quand ils ont fini leur discipline, ils ont tout lâché pour faire le pourquoi ils sont venus sur Terre, de profiter de la vie en buvant à côté du poêle. Ben oui. Et ça va, c'est la même chose pour l'éducation. C'est tout ce qu'on apprend à l'enfance et le plus important, c'est les vacances. Tout ce que tu vas faire pendant toute ton année, c'est pour que tu puisses profiter dans les vacances. Qu'est-ce qu'il va savoir? Que plus tard, il faut qu'il fasse tout ce qu'il faut pour qu'il ait de bonnes vacances. Si on lui apprend tout le but, c'est pourquoi tu viens à la Sina, c'est pour que tu puisses avoir un bonbon. Toute sa vie, il va venir pour le bonbon. Le jour où il aura le bonbon sans la Sina, il n'aura plus besoin de venir à la Sina. Ben oui. Et ça vaut pour tout en règle générale. Donc ce n'est pas de l'éducation de forcer. Mais est-ce qu'il y a besoin ou pas? On vient d'expliquer que oui aussi. C'est important de montrer à l'enfant ce qui est pour que ça puisse l'influencer à l'intérieur de lui-même, pour qu'il ait envie. Si on ne l'a jamais amené, comment est-ce qu'il pourrait savoir ce que c'est? Donc il faut aussi. Alors comment on peut éduquer alors dans ces cas-là? Vous êtes sûr que vous voulez la réponse? Il faut le bonbon, c'est important. Alors, il faut savoir qu'il peut arriver pendant plusieurs années de la vie d'une personne de faire coexister ces deux choses. Deux contraires. Mais malheureusement, ça ne sera que temporaire. C'est ça le problème. C'est pour cela que pour que l'éducation puisse être à long terme, pour que plus tard, en tant qu'adulte, il puisse avoir les armes pour pouvoir gérer sa vie, construire son foyer sur des choses durables, il faut pouvoir lui montrer le chemin d'une autre façon. Il faut savoir déjà que même pour mettre les téfilines tous les matins, c'est bon à savoir, souvent les parents ils forcent leur enfant. Et souvent ça fonctionne. Presque tout le temps même ça fonctionne. Ils les mettent toute leur vie. Mais souvent c'est pour deux raisons. La première, c'est parce qu'il n'a pas la force ou le courage d'abandonner. Ce qui est un peu triste, mais bon, au moins il est mis, c'est déjà pas mal. Et le plus important, c'est parce qu'il a appris à l'apprécier. Apprendre à apprécier à mettre les tefilines tous les matins. Souvent, et malheureusement, ce n'est pas les parents qui leur ont montré ça. Ce n'est pas les parents qui ont montré à l'enfant comment apprécier ce que c'est de mettre les tefilines. Pourquoi? C'est simple. Parce que généralement, on n'a pas le temps dans la semaine. Donc on les met vite. C'est déjà pas mal qu'ils nous voient les mettre. Et si on a la chance de pouvoir l'amener à la Sina le matin, c'est rare parce qu'en général, il va à l'école. Et même s'il va à l'école, après un certain moment, il n'est plus tellement, donc il va à l'école, s'il a de la chance, il y a une Sina à l'école, donc il peut les mettre là-bas et encore. Donc quand est-ce qu'il peut apprendre à partir de 13 ans ce que c'est d'apprécier, de mettre les tefilines? C'est difficile. Comment un père il peut montrer ça à son enfant? Eh bien pour cela, il faut premièrement que le père déjà il apprécie. S'il le fait parce qu'il n'y a pas le choix, comment vous voulez que l'enfant puisse apprécier quelque chose que le père lui-même lui montre? Il faut d'abord pas oublier une base dans l'éducation, c'est que l'enfant, vous pouvez lui dire 50 000 fois la même chose, si vous-même vous ne le faites pas, il ne le fera jamais. Dites-lui, c'est important d'étudier, c'est important d'étudier. Vous-même, vous ne vous verrez jamais avec un livre, vous verrez, il ne va jamais étudier par lui-même. Tout ce que vous lui apprenez, c'est de dire à son enfant qu'il faut étudier. C'est tout. C'est déjà pas mal, mais c'est pas ça à éduquer. Donc comment on peut faire? Alors généralement, pour ceux qui ont de la chance, quand les enfants vont aller dans une école, dans cette école on met les téfilines, et que l'éducateur là-bas est assez intelligent pour ne pas forcer l'enfant, mais lui faire montrer ce que c'est le plaisir, et ce que c'est le kiff de pouvoir s'arrêter 2 minutes et d'oublier le monde et de pouvoir parler avec le roi des rois, et de prendre quelques minutes pour pouvoir demander ce qu'on a besoin pour que la journée ou la semaine se passe bien. S'il a de la chance de tomber sur un éducateur comme ça ou des amis comme ça, alors il va apprécier de les mettre et il les mettra dans sa vie. Sinon,
il y a de grandes chances que ça ne se fasse pas. Ou que ça se fasse parce qu'il n'a pas le courage d'abandonner, tout simplement. Ou parce qu'il va étudier par lui-même et il va comprendre plus tard ce que c'est vraiment de mettre les tefilines et il va le faire avec plus de plaisir. Mais même comme ça, même si par lui-même il aura étudié, il aura appris, il aura compris, c'est pas sûr qu'il va les mettre avec plaisir. Parce que le conditionnement qu'il a été fait pendant sa jeunesse aura été malheureusement négatif et donc inconsciemment ça restera. Et donc c'est très difficile après à arranger, très très difficile. C'est pour cela que l'éducation se fait avant même le mariage. Parce que l'éducation de ces enfants se fait pas quand les enfants sont déjà là, c'est déjà assez tard. Parce qu'il se fait quand soi-même on s'est éduqué, ainsi on peut montrer l'éducation à ses enfants. Donc pour résumer, une des choses, une des règles dans l'éducation, c'est faire conduire l'enfant à désirer, à aimer, à vouloir le faire. Et s'il n'y a pas cette volonté à l'enfant de le faire, on n'a pas encore éduqué. Donc c'est une règle sine qua non. S'il n'y a pas d'acceptation, s'il n'y a pas d'intériorisation de la part de l'enfant dans l'acte qu'il est en train de faire, malheureusement, ça ne marchera pas. Et le plus important, avant même ça, c'est que le conditionnement soit positif. C'est que toute la façon comment on lui montre, c'est toujours avec du positif, pas avec du négatif. Alors, est-ce qu'il ne faut pas de négatif du tout? On va apprendre que si. On va apprendre comment. Maintenant, on va essayer de parler de l'encouragement. Vous savez qu'une des bases dans l'éducation, même plus qu'une des bases, la base même de l'éducation, c'est l'encouragement. S'il n'y a pas l'encouragement, il n'y a rien. Maintenant, vous vous rappelez que le mot éduquer, c'est préparer l'enfant à sa vie future, lui enseigner pas ce qu'on attend de lui, ce que lui va vouloir attendre de lui-même. C'est pas évident. C'est un peu comme préparer la personne, l'enfant, à la mission qui va lui être désignée plus tard. Ou on peut mettre ça un peu différemment, si vous voulez peut-être mieux comprendre, c'est conditionner un instrument de musique à ce qu'il puisse faire sa musique de la bonne façon. Si vous donnez un violon, vous ne lui mettez pas les bonnes cordes et il n'est pas bien mis, vous pouvez faire ce que vous voulez, là le son ne va pas sortir bien. Ou alors il faut vraiment être bon et savoir comment faire. La même chose, si on veut préparer l'enfant à sa mission future, il faut préparer l'enfant avec les bonnes cordes, avec les bons outils pour qu'il puisse faire sa musique plus tard. Parce que vous ne pourrez pas faire sa musique, ce sera à lui de la faire. Alors, l'encouragement peut se faire de 3 façons. La première chose, c'est l'encouragement direct. Quelque chose se fait, on l'encourage. Il y a l'indirect. L'indirect, c'est un comportement positif qui va venir en rapport à l'acte, mais qu'on ne lui a pas dit directement bravo. Par exemple, un bonbon, par exemple, on t'a fait une fête parce que voilà, tu as été super cette semaine. C'est pas direct, mais c'est quelque chose qu'on a fait pour lui qui va lui faire comprendre qu'on est en train de l'encourager. Ça peut être aussi un diplôme à la fin de l'année, ça peut être voilà. Mais c'est indirect. Et puis il y a la troisième façon, le meilleur, mais qui est rare, c'est lorsque l'enfant s'autocourage. Par lui-même, il a une certaine maturité, qu'il a compris qu'il ne peut pas attendre de personne qu'on l'encourage, et par lui-même, il va s'auto-encourager. Ça peut arriver de 2 façons. Ou parce que l'éducation est vraiment superbe, et donc il va apprendre cette confiance en lui, que par lui-même, il a besoin de personne pour avancer, il va réussir par lui-même. Ou à l'inverse, c'était tellement catastrophique qu'il a compris qu'il ne peut compter que sur lui-même, et il a de la chance d'avoir cette maturité, d'évoluer par lui-même. Ce qui n'est pas toujours le cas malheureusement. Là, ça dépend pas des parents, ça dépend plus de... Ça dépend de l'enfant. Ah oui, ça c'est vraiment un caractère. Mais l'enfant peut amener à cela, même si le caractère ne l'est pas. On peut lui apprendre la confiance en lui pour s'auto-encourager. Ça c'est la meilleure façon. Mais donc il y a plusieurs façons comment encourager. Donc en premier lieu, il faut savoir que le mot encouragement, dans le mot encouragement, on entend le mot encore. C'est-à-dire que le but de l'encouragement, c'est qu'il y ait encore et mieux ce qui est déjà présent.
encourager quelque chose qui n'a jamais été présent n'est pas un encouragement. D'accord? Donc, une des bases qu'il faudra vous rappeler pour toute votre vie, c'est on valorise l'effort et pas les dons. On valorise l'effort de l'enfant et pas les dons de l'enfant. D'accord? Parce que, on va voir un peu plus tard pourquoi. On va ramener d'abord un classique que chacun d'entre vous a déjà eu et pense que c'est vrai et c'est pas vrai, vous allez voir. Un classique de chez classique. Mon enfant, je sais qu'il peut, mais il veut pas. Je sais qu'il peut. Je lui dis tu peux, mais il veut pas. Est-ce que c'est vrai ou pas? C'est vrai qu'on dit ça. Mais c'est pas vrai qu'il veut pas. Est-ce que vous pensez vraiment qu'un enfant veut ne pas réussir? Sérieusement. Est-ce que vous pensez qu'un enfant, quand il arrive à l'école, il dit à son prof « Je veux avoir 0. Je veux pouvoir me sentir nul et ne pas réussir. » Vous pensez que c'est possible? Je pense que oui. La culture, le goût de la culture, ça rend. Le goût de la réussite, ça se transmet. C'est pas... Bien sûr. Bien sûr. Mais ça peut venir que de quoi? Par un manque de confiance totale. Parce que les parents derrière lui disent « Tu peux pas. » Eh oui. Donc si on lui apprend le goût de la réussite, premièrement, grâce aux encouragements, et surtout, on ne lui dit pas qu'il est nul et qu'il peut réussir quelque chose, ben, il faut savoir comment le dire, alors il ne va pas ne pas vouloir. Donc s'il n'a pas réussi, c'est pas qu'il ne veut pas. Ou alors c'est qu'on l'a conditionné qu'il ne veut pas. Ça c'est plus grave. C'est que pour l'instant, il y a quelque chose qui le bloque et lui-même ne sait pas c'est quoi, et il compte sur vous pour l'aider. Et vous, tout ce que vous lui dites, c'est qu'il ne veut pas, ça veut dire qu'il comprend par vos paroles que vous-même ne savez pas l'aider. Et donc malheureusement, vous lui dites, débrouille-toi, je ne peux rien faire pour toi. Et donc c'est pire pour l'enfant. Et là, c'est très embêtant pour l'enfant parce qu'il compte sur vous. Mais vous-même, vous êtes perdu. Alors qui va l'aider si ce n'est pas vous? Alors, premièrement, le tu peux ne peut être présent que si l'enfant le croit vraiment. Pour cela, il faut donner des preuves. Quand on encourage, on peut encourager que quelque chose qui a déjà été présent. Comme s'il a déjà eu une bonne note, on sait que sur ce sujet-là, il peut réussir puisqu'il l'a déjà fait. Mais si c'est quelque chose de nouveau, ça ne sert à rien de lui dire « Je sais que tu vas réussir, c'est sûr que tu vas réussir. » Il n'a jamais essayé. Comment vous voulez? C'est pas possible. Et le plus important, encore une fois, c'est que les parents eux-mêmes y croient. Si le parent n'y croit pas, l'enfant ne peut pas y croire. Alors, quelle est la bonne phrase? Alors, vous allez voir qu'il y a des choses assez intéressantes dans cette phrase. La bonne phrase à dire à son enfant, c'est « J'ai confiance en tes capacités. Je me souviens qu'en telle circonstance, donc on lui ramène une preuve, tu avais réussi. Et attention à la fin de la phrase, et là aussi, dans tel sujet maintenant que tu es problématique, j'espère que tu réussiras cette fois. » Pourquoi on doit dire « J'espère que cette fois tu réussiras » Premièrement, comme je vous ai dit, il faut apporter la preuve, ça c'est très important. Mais surtout, on doit lui dire « J'espère ». Pourquoi? Parce qu'on doit laisser la porte ouverte à l'échec. C'est pas grave de ne pas réussir, parce que cette fois, il n'a pas réussi, et la prochaine fois, il réussira. C'est pas grave de ne pas réussir, il n'y a aucun problème. On est là pour apprendre, quand on est dans une école, c'est pour apprendre, on n'est pas là pour faire, on est là pour apprendre. Et un enfant n'est pas parfait, il est là pour apprendre, pas à l'être, mais à devenir meilleur. Donc, ne pas réussir à un certain moment, c'est comme ça qu'on apprend, c'est pas grave. Mais j'espère que cette fois tu réussiras, sinon ce sera la prochaine fois. Donc, premièrement, ça laisse la porte ouverte à qu'il n'y ait pas de tension dans l'enfant en se disant « Mais je vais de toute façon pas réussir, puisqu'on attend de moi que je réussisse. » Non, j'attends pas que tu réussisses. J'attends que peut-être cette fois tu réussiras. Mais sinon, ce sera la prochaine fois. Déjà, la tension s'enlève chez l'enfant, il a la tête libre pour pouvoir donner ses forces pour réussir.
Et surtout, il va comprendre, et c'est hyper important, pourquoi il ne réussit pas. Pas parce qu'il est nul, mais parce qu'il n'a pas fini d'apprendre. Il n'y a rien de grave à ça. Et si on fait comprendre à l'enfant que c'est pas grave de se rater, tout simplement parce qu'il n'est pas encore au niveau, et que c'est comme ça qu'on apprend, alors il va se dire, ça veut dire qu'il faut que j'apprends plus, et il va apprendre plus, et il va réussir à un certain moment. Et chacun à son niveau, on ne peut pas attendre de son enfant la même que son autre enfant. Il ne faut pas oublier, on ne peut pas comparer déjà 2 enfants qu'on a chez nous, et encore moins 2 enfants qui ne sont même pas les nôtres. Ça c'est sûr. Parce que si on lui dit tu peux mais tu veux pas, qu'est-ce qu'on fait? On lui met une barrière infranchissable. On lui dit tu sais, tu as devant toi une barrière que tu pourras jamais réussir. La preuve c'est que tu veux pas, donc tu vas pas réussir. Donc il laisse tomber. Donc il faut lui montrer que c'est pas grave de tomber. Ça peut être la même façon quand on essaye de faire apprendre à un enfant des choses par cœur. Alors en yeshiva ça peut être les Mishnayot par cœur, le Talmud par cœur, ça peut être le Tanya par cœur, ça peut être aussi des poésies quand on parle dans les écoles normales, entre guillemets. Il n'arrive pas. Il n'arrive pas à apprendre par cœur, pas shoot. La tête bouchée. Si vous lui dites, ta tête elle est bouchée, vous êtes sûr que la tête elle est bouchée. C'est sûr. Alors comment faire? Alors demandez à l'enfant. L'enfant il va vous dire, mais comment tu veux que je réussisse? Mon père il me dit que j'ai la tête bouchée. Il dit, mais attends, il t'a amené une preuve? Il dit, mais oui, il m'a amené une preuve. Il a même ramené mon cousin qui a 2 ans de moins que moi, et il l'a fait réciter devant moi. Ça veut dire que moi, j'ai vraiment la tête bouchée. La preuve, 2 ans en moins. Il arrive. C'est exactement cette façon de montrer que l'autre a réussi, c'est pire pour l'enfant. Vous êtes en train de lui dire qu'il est nul. La preuve. Et ta maman, elle dit quoi? À ma maman, c'est pire. Pourquoi? Parce qu'elle n'y connaît rien. Elle est sûre que je suis doué. Elle me dit tout le temps, tu es le meilleur, tu vas réussir, t'inquiète pas. Elle dit, mais je suis nul, je sais, j'y arrive pas. Qu'est-ce que je suis doué? Je suis pas doué. Donc vous voyez que l'encouragement, c'est pas quelque chose qui doit être quelque chose qui n'est pas présent. L'encouragement, ça doit être quelque chose de présence. Vous dites à un enfant, c'est sûr que tu vas y arriver, mais il n'est jamais encore arrivé. Vous comprenez? L'encouragement, ça doit être sur des choses déjà présentes. Et après, vous allez demander à l'enfant, tu veux de l'aide? Laisse tomber. Pourquoi faire? J'ai déjà renoncé, je suis comme ça depuis déjà un bon moment. Ça ne change pas grand-chose. La bonne réponse à cet enfant, et vous allez voir que ça peut être dans beaucoup de choses, c'est de lui dire clairement les choses. Sache que oui, c'est vrai, tu ne vas pas réussir. Tant que tu vas dire que tu ne vas pas réussir, tu ne pourras pas réussir. À la seconde où tu vas te dire j'ai peut-être une chance de réussir, tu auras une chance de réussir. À la seconde où tu vas te dire je vais réussir, tu vas réussir. Mais tant que tu seras conditionné dans ta tête à que tu ne vas pas réussir, je t'assure à 100% tu ne réussiras pas. Il faut lui faire comprendre ça à l'enfant. Ce n'est pas toujours évident à chaque âge, mais lui faire comprendre ça. Que ce qu'il aura dans la tête va le conditionner pour tout le reste. Et donc c'est pour cela que la confiance en soi est une chose de base qu'on doit donner à son enfant pour qu'il puisse réussir à avancer dans la vie seul à un certain moment. Mais encore une fois, la confiance en soi ne se base pas sur des encouragements, sur des choses qui ne sont pas présentes. On doit l'encourager sur ce qu'il a déjà en lui. Sinon, on ne fait que lui mentir. En plus que malheureusement aujourd'hui, mais ça on en parlera dans une deuxième étape et on va juste ramener un petit détail, c'est qu'aujourd'hui les jeunes ils sont dans une passivité mais extrême. Aucune initiative, aucune volonté, aucune envie de faire les choses. Pourtant ils sont jeunes, c'est juste là le moment où il faut donner, ils ont toutes les forces pour et il n'y a rien. C'est... Pourquoi? Et la réponse souvent, dans toutes les familles c'est à peu près le même message, c'est mais chaque fois que je faisais quelque chose de bien, c'est à peine si on me disait bravo. Chaque fois que je fais une bêtise, on m'engueule. Chaque fois que j'essaye de faire quelque chose de bien, quoi qu'il se passe, on m'engueule. Mesdames, vous devez connaître, à chaque fois que vous engueulez votre mari, à la fin il n'en peut plus, il ne fait plus rien. Ben, c'est la même chose. Les enfants, c'est la même chose. Ah oui. Si on ne fait que dire à son enfant ça va pas à chaque fois, ben au bout d'un moment il renonce. Pour avoir la paix,
il faut ne pas faire. C'est ça qu'on apprend à son enfant en fin de compte. Et à son mari aussi. Donc, il faut absolument savoir dire des fois quand ça ne va pas, mais surtout encourager quand ça va. Sinon, l'enfant n'aurait plus l'envie de faire des choses. Et malheureusement, le problème, il est que quand l'enfant il rentre à la maison, il s'attend à ce que ses parents s'occupent de lui. Et même Shabbat, et je vais même parler pour moi-même, qu'est-ce qui se passe? On va à la Sina, l'enfant pense qu'on va être avec lui, on va s'occuper de lui, mais non, on doit faire Chazan, on doit faire le discours, on ne peut pas s'occuper. Je vous parle de moi-même, mais ça peut être pour tellement de choses. On est en train de discuter, on est en train de faire une petite bourra, on est occupé, on ne peut pas s'occuper de son enfant. Ou même pire, penser que prier pour soi-même, c'est mieux que de faire attention à son enfant. Ça peut être, c'est aussi. Et puis après, on rentre à la maison, mais on est fatigué, la semaine on a bossé, donc on va être tranquille. Et puis après qu'on s'est reposé, on veut lire un livre. Et puis après, c'est tard, il faut les mettre en pyjama, on lui donne un web, allez, dégagez. Quand est-ce qu'on est avec nos enfants? Ils rentrent tard le soir, c'est à peine si on a le temps de leur donner à manger. S'ils ont des devoirs, c'est sous la tension. Et hop, au lit, et encore si on a de la chance, on leur a fait une histoire. Et l'histoire, je ne vous raconte pas comment elle est racontée. Donc, en fin de compte, qu'est-ce qu'il sait l'enfant? Qu'est-ce qu'il ressent? Qu'est-ce qu'il a appris? Qu'on ne veut pas de lui, Pachout. C'est tout ce qu'on lui a montré. C'est pour ça qu'au moins une fois par semaine, s'asseoir avec son enfant. Ça peut être étudier, ça peut être jouer, ça peut être faire une partie d'échecs, ça peut être discuter, ça peut être dans le chemin à la synagogue quand on va, on peut discuter, on peut parler, ne serait-ce que l'écouter. C'est ça, l'enfant il a besoin des moments avec ses parents. Et c'est important. Et si on ne fait pas ça parce qu'on veut être sur son téléphone, ça ne va pas. Vous connaissez cette histoire qui est triste, une fois, il y a un père qui revient à la maison et son enfant lui dit « Papa, tu gagnes combien de l'heure ?» Il dit « 50, 100, 200, 300, chacun. » Elle est classique, mais elle est triste. Et quelques mois plus tard, l'enfant il arrive avec une enveloppe et dit « Papa, voilà, j'ai tant d'argent, je voudrais t'acheter une heure. » Pourquoi? Comme ça, tu peux me raconter une histoire ce soir. Vous imaginez comment ça fait mal d'entendre ça? Mais c'est malheureux. Parce que qu'est-ce qu'on fait? On rentre à la maison, on est crevé. Tout ce qu'on veut faire, c'est être tranquille. Mais il y a les enfants qui nous embêtent. C'est exactement le beau. Mais comment on peut arriver à ça? C'est triste, hein? Mais c'est comme ça. On a la chance d'avoir quelques heures, nos enfants. Ils rentrent de l'école et puis ils vont dormir. C'est rapide, c'est pas longtemps. Si on a de la chance, c'est quelques heures. Des fois, les miens, ils arrivent d'Anvers, je peux vous dire, on a 30 minutes si on a de la chance d'être avec eux. Mais il faut en profiter, il faut leur montrer qu'on est content. Sinon, pourquoi vous voudriez qu'ils rentrent à la maison, ne serait-ce? Ça, on parlera la prochaine fois, l'histoire, le problème de la rue. Mais vous comprenez, il faut conditionner l'enfant à ce qu'il ait envie de rentrer à la maison. Et souvent même, c'est les parents les plus généreux qui sont très avares en compliments. Mais c'est pas grave. Parce que très souvent, quand vous te posez la question pourquoi on est avare dans les compliments, dans les encouragements, c'est parce qu'on ne veut pas apprendre l'orgueil à son enfant. C'est une excuse, hein, bien sûr. Alors il faut savoir d'abord une chose, que on n'apprend pas l'orgueil à son enfant quand on l'encourage, si on l'encourage sur ce qu'il a déjà fait. Si on l'encourage sur des dons, oui, ça peut peut-être apprendre l'orgueil. Si à chaque fois vous lui dites « Ah oui, c'est magnifique ton dessin, tu as vraiment un don dans le dessin, kol hakavod, magnifique, tu as une super connaissance, tu es super intelligent, tu es un grand génie. » Ça, on peut leur apprendre l'orgueil. Mais encourageant les efforts, ça n'apprend pas l'orgueil. Donc vous êtes tranquille, vous pouvez y aller et c'est sans limite. Vous pouvez encourager sans limite. Au point même qu'il y a des fois quand c'est assez grave, où on ne sait plus quoi faire avec un enfant, au point où ça prend 2 heures le matin, 2 heures le soir, 3 heures pour prendre une douche, on a les mêmes problèmes à la maison, ne vous inquiétez pas. Mais, comment faire? Les cris, ça ne marche pas, c'est du dressage et encore ça ne marche pas à tous les coups. Par contre, on peut encourager. Comment on peut encourager? En le disant par exemple, pas spécialement à lui directement, mais en disant à son conjoint, t'as vu aujourd'hui, il n'a pas mis 2 heures pour faire sa douche, il a mis 1h30. Le lendemain, il a mis 3 heures.
T'as vu, il a mis 3 heures aujourd'hui, mais hier il avait mis 1h30. Donc c'est que il va y arriver, t'inquiète. On n'a pas marqué le négatif, on a rappelé le positif. Ça va donner l'envie à l'enfant de vouloir entendre ce positif encore une fois. Et donc il va faire par lui-même des efforts pour réentendre ce positif, parce qu'il aime entendre le positif. Qui n'aime pas entendre du positif? Tout le monde. Donc il va tout faire pour l'entendre. Et c'est pour cela qu'il faut faire attention aussi des fois à se taire et à ne pas encourager. Parce que si on n'entend que des encouragements qui sont des mensonges, c'est pire. Parce que malheureusement, il ne faut pas oublier cette phrase, c'est que les qualités sont des devoirs, pas des dispenses. Quand un enfant a une qualité, ça peut être dans le dessin, dans la facilité de compréhension, dans beaucoup de choses, ces qualités, ce sont des devoirs. Ce n'est pas des dispenses. Ce n'est pas parce qu'il est plus intelligent, alors il peut être dispensé de faire plusieurs choses. Si vous lui apprenez comme ça, c'est mal barré. Par contre, vous pouvez lui apprendre que comme il a plus de facilité, il a plus de devoirs. Il a plus d'obligations, plus de responsabilités. Et bien sûr, à chacun à son niveau. Donc pour résumer, l'encouragement c'est quoi? C'est signaler des faits, pas des appréciations. Signaler des efforts et pas des capacités. Montrer des dépassements, des luttes et pas des dons. Ça prendra du temps, mais si c'est fait de façon positive, les encouragements vont aider l'enfant à évoluer. Maintenant, on va passer à la dernière partie de ce soir, qui, avec tout ça, on a parlé beaucoup de positif, mais on a toujours cette question qui reste, est-ce qu'il faut punir? Oui ou non? En tant que parent, on l'a tous fait et on va continuer à le faire. Donc la question, elle est plutôt, est-ce que c'est bien, est-ce que c'est pas bien, mais surtout, comment le faire? Alors d'abord, je ne vais pas vous dire comment il faut infliger une punition, ce n'est pas mon job. Je vais simplement essayer de vous éclaircir la situation pour comprendre pourquoi la punition est très importante dans l'éducation. Vous allez comprendre après, par contre, comment et de quelle façon le faire. Premièrement, comme on l'a dit au tout début, la punition n'est pas éducative. C'est préparer le terrain pour éduquer. D'accord? Donc le parent qui dit « Moi j'ai éduqué mon enfant toute sa vie, parce que chaque fois qu'il faisait une bêtise, c'était direct, treha », c'est sûr qu'il ne l'a pas éduqué. Il l'a dressé peut-être et encore, même pas sûr, parce qu'après il ne va rien faire. Mais en tout cas, c'est pas éduquer. Punir, c'est préparer pour enseigner. Maintenant, il y a 2 sortes de punitions de base, physique, corporelle, et morale. Par exemple, dire à un enfant « tu me déçois », c'est une punition. C'est une punition morale. Après, chacun à son niveau, mais c'est une punition. Alors, il faut savoir une base quand on va donner une punition, c'est que quand on va donner une punition de façon incontrôlée, dans l'énervement, on n'est pas en train de le punir, on est en train de se venger. Donc ce n'est pas une punition du tout, on est simplement en train de lui montrer qu'il faut se venger lorsqu'il y a quelque chose qui ne va pas. Donc c'est quoi une punition qui est pas éducative mais qui est pour l'éducation? Premièrement, c'est le contrôle total de ce qu'on va faire. Si on lui montre qu'on est incontrôlé, on n'est pas contrôlable, qu'on est en train de s'énerver, c'est déjà perdu, avant de commencer. Et ça, vous le savez que ça marche aussi avec les adultes. Le premier qui s'énerve, il a perdu. C'est comme ça. Si on n'a plus de contrôle, c'est foutu. Donc la première base avec l'enfant, c'est la même chose. Alors ce qu'il faut se demander d'abord, c'est plusieurs questions pour savoir comment, en fin de compte, faire cette punition pour que l'enfant comprenne qu'il a fait une bêtise. Parce que c'est important de lui dire, voilà, ce que tu as fait, ce n'est pas bon. La première chose, c'est est-ce qu'il faut ou il ne faut pas punir? D'abord, il faut se poser la question. Est-ce que ça vaut le coup ou ça ne vaut pas le coup? Est-ce que ça va changer quelque chose ou pas? Vous savez très bien qu'il y a des adultes aussi, qu'il y a des fois, on se dit, tu sais quoi, ça ne sert à rien, on laisse couler, parce que quoi qu'il se passe, ça ne va rien changer. Mais il y a des enfants qui ne sont pas encore mûrs pour évoluer sur certaines choses. Et il faut se poser la question, est-ce que ça vaut le coup, Bichlal, de faire quelque chose ou pas?
Quand il est trop petit pour apprendre, c'est pas de son âge, ça sert à quelque chose? Un bébé qui monte sur la table, ça sert à quelque chose de le punir? On l'enlève. Il a 2 ans, il comprend pas. Il voit pas le problème. Donc ça sert à rien encore à ce moment-là. Donc il faut se poser la question en premier lieu, est-ce que ça vaut le coup ou ça vaut pas le coup? Si maintenant la réponse c'est oui, l'enfant est assez apte à comprendre. Il faut savoir qu'on ne peut pas apprendre que par amour, mais la crainte est aussi très importante. Les deux sont très importants. De la même façon que dans l'amour, ça commence par l'amour du bonbon pour pouvoir plus tard arriver à l'amour de ses parents, de la même façon dans la crainte, il y a la crainte de la punition qui arrivera peut-être un jour au respect de ses parents. Mais les deux sont importants. Est-ce qu'il faut absolument passer par des punitions corporelles? Qu'est-ce que vous en pensez? Alors, aujourd'hui, c'est une répugnance dans le... Aujourd'hui, c'est il ne faut pas, attention, il ne faut pas frapper, etc. Et vous savez quoi? Vous avez raison. Même le rabbi, il dit clairement que qui nous permet de donner un pampan, si vous voulez, de taper notre enfant, alors que c'est un enfant de Dieu. C'est pas que notre enfant. Qui nous permet? Alors, il faut savoir que malheureusement, frapper, ça peut amener des traumatismes à l'enfant. Donc faire très attention à ça. Mais il faut savoir aussi que cela est problématique lorsque c'est une vengeance incontrôlée. Alors qu'un petit pampan sur les fesses ou sur la main, ça peut être aussi bon. C'est pas grave. C'est pas la fin du monde. Si c'est réfléchi et c'est pour lui apprendre la crainte, c'est pas grave. Parce que malheureusement, quelqu'un qui dit « moi je ne punis jamais, je fais jamais des tapes », qu'est-ce qu'il fait pour punir? Eh bien il punit dans le moral. Et malheureusement, moralement, punir un enfant, ça peut être plus destructeur que physiquement. Alors qu'est-ce qui est mieux? Les châtiments moraux pour l'enfant, c'est très grave. Faire très attention à comment on parle, parce que c'est beaucoup plus grave au long terme. Et n'oubliez pas non plus qu'il y a une grande différence entre taper et frapper. C'est deux mondes tout à fait différents. D'accord? Une petite tape sur la main, ça n'a jamais fait beaucoup de mal, et pourtant on lui a montré que c'était dangereux de toucher à la prise. C'est pas la fin du monde. Surtout qu'il y a un certain moment, quand l'enfant est petit, vous pouvez lui expliquer 50 fois que la prise c'est dangereux, et il ne va pas comprendre. Donc ça dépend de beaucoup de choses. Encore une fois, il ne faut pas oublier une chose très importante, c'est qu'il n'y a pas de règles claires sur l'éducation. Il y a des bases, des règles de base, mais c'est à vous en tant que parents qui vont prendre la bonne décision avec votre enfant. Mais pour ça, il faut d'abord comprendre ce qu'est le positif, le négatif, la punition et l'encouragement, pour savoir comment vous allez pouvoir le faire avec votre enfant. Donc de façon générale, il faut savoir d'abord que de façon générale, pourquoi il y a une grande répugnance aujourd'hui des frappes corporelles, c'est parce que les gens, ils veulent éviter d'assister à la souffrance de leur enfant. Ce qui est tout à fait normal. Mais, vous voyez comment le monde y tourne aujourd'hui, c'est malheureux. C'est pas pour ça qu'il faut frapper, et c'est pas pour ça qu'il faut taper. Il faut pas. C'est pas bon. Et même si ça peut arriver, encore une fois, il ne faut pas le faire de façon incontrôlée, sinon c'est sûr que c'est pas éducatif. Mais, quand on va punir, il faut faire attention à une chose très importante, c'est se poser ces questions-là. Pourquoi? Est-ce que ça va servir à quelque chose? Comment? Et quoi? Alors pour essayer de comprendre comment ça fonctionne en fin de compte, il y a une fois un adolescent qui a dit « Vous savez, moi mon père, il a été toujours d'une très grande délicatesse. Il n'a jamais, mais vraiment jamais levé la main sur moi. Il m'a toujours dit très gentiment et très clairement comment j'étais méchant, détestable, que je les conduisais vers la tombe. Et très gentiment. Et que tout le temps, il bouillonnait le pauvre et il ne pouvait rien faire. Donc vous voyez que le châtiment moral peut être pire des fois.
Oui. Alors il faut savoir une chose de base, et c'est très très important quand vous allez arriver au moment de la punition, c'est que l'enfant, il a peur de ses propres forces intérieures. Il n'a pas de contrôle sur ce qu'il fait. Il apprend à se contrôler. Donc si déjà vous lui montrez que vous-même, vous ne savez pas vous contrôler, c'est une catastrophe. Ça, c'est la première base. Deuxièmement, il a besoin d'une sensation sécurisante pour savoir qu'il y a des limites aux choses, ce qui lui permettra de prévenir et de contrôler, si possible, à chacun à son niveau, ces accès qui ne sont pas contrôlables. Donc, il ne faut pas oublier aussi une chose très importante, c'est que quand on se dit « je dois faire la morale à mon enfant », je dois lui dire qu'il y a un problème quelque part. Il faut à ce moment-là se dire qu'on est en train de lui dire qu'il est coupable. C'est ça faire la morale, c'est lui dire « tu viens de faire une bêtise ». Mais il faut savoir une chose très importante, c'est que l'enfant généralement il sait qu'il est coupable. Il est intelligent, il sait qu'il a fait une bêtise. Donc il faut se poser la question, est-ce que je dois maintenant lui montrer qu'il a fait une bêtise ou il le sait déjà? C'est important aussi à savoir. Parce que la douleur, l'humiliation qu'il a déjà en sachant, se rendant compte par lui-même qu'il a fait une bêtise, c'est déjà beaucoup d'humiliation, beaucoup de difficultés. Et nous on vient rajouter dessus. Ça ne va pas aider. C'est pour cela que si vous voyez dans les yeux de votre enfant qu'il a déjà compris qu'il a fait une bêtise, ça ne sert à rien d'en rajouter. Ça même qu'il a compris déjà, c'est sa punition. Maintenant, des fois, il n'a pas compris. Il faut se poser la question, est-ce que c'est parce qu'il n'est pas mûr ou c'est parce qu'on ne lui a jamais montré que c'est un problème? Donc il faut se poser la question encore une fois avant de punir, c'est est-ce que ça vaut le coup de punir ou pas? Et quand on dit punir, encore une fois, c'est même faire la morale. Faire la morale, c'est une punition. Et bien sûr, surtout, savoir est-ce que la façon comment je vais lui parler sera positive ou négative. Ça, on en a parlé déjà avant. Et si c'est positif dans le sens où je suis en train de préparer le terrain pour pouvoir enseigner et éduquer plus tard, est-ce que je le fais avec ou sans contrôle? Est-ce que je suis contrôlé? Est-ce que je suis bien à ce moment-là pour pouvoir lui parler de la bonne façon? Et si je suis en train de me contrôler, je vais l'humilier automatiquement. Je lui dis qu'il est coupable. Est-ce qu'à ce moment-là, je vais rajouter sur quelque chose qui est déjà présent ou il le sait déjà ou pas? Alors comment faire? Eh bien, je vais vous dire comment faire le plus simple. C'est les phrases courtes. Il sait qu'il a déjà fait une bêtise. Il sait qu'il va être puni. Et ça ne sert à rien d'en rajouter plus. Donc il faut lui dire simplement, tu as menti, c'est pourquoi je suis obligé de te punir de telle façon. À vous de savoir laquelle. Toujours constructif, bien sûr. Et en rapport, si possible, à ce qui s'est passé. Mais il n'y a pas besoin de rentrer dans les détails, il n'y a pas besoin de donner des explications, il n'y a pas besoin de légitimer. Phrase courte, simple. Alors c'est quand qu'on fait la morale alors? Il faut quand même lui enseigner. C'est quand qu'on fait la morale? C'est quand qu'on lui explique? Eh bien c'est là où il va agir correctement. C'est là où par le bien, on va lui montrer ce qui est bon et n'est pas bon. Lorsqu'il va faire quelque chose de bien, où il va dire la vérité quand on parle du mensonge par exemple, on va l'encourager, on va le complimenter, on va dire, tu vois, ça c'est ce que j'attends de toi, c'est ça un garçon, c'est ça un enfant qui a compris ce que c'est de faire attention à la vérité, c'est ça qui est bien, ça c'est magnifique. En lui donnant, montrant, encourageant ce qui est bon, on enlève automatiquement ce qui ne l'est pas. Alors que expliquer ce qui n'est pas bon, généralement ça ne fait que l'enfoncer, et après pour le relever c'est pas toujours évident. C'est pour cela qu'un parent qui peut se dire mais moi j'ai toujours pris mon enfant à part et j'ai commencé à lui taper sur la tête et je lui ai dit et je lui ai expliqué, imaginez je vous prends à part et je commençais à vous laisse-moi tranquille. C'est ce que vous faites, c'est ce qu'on fait en fin de compte. Croyez pas, on fait tous les mêmes bêtises. Pourquoi? Parce que l'enfant en général n'accepte pas son échec personnel. Et il ne voudra pas accepter encore moins les remontrances de ses parents.
Même si vous, maintenant, je vous dis comme ça, on va faire un peu de moussard. On va prendre un peu de morale juive. Oh, laisse-moi tranquille. Déjà, je sais par le mot moussard, morale, qui va me faire de la morale, il va me saouler, je préfère partir direct. Si je vous dis, venez, on apprend un peu de Chassidout. Chassidout, c'est différent. Chassidout, c'est montrer le bien qu'on va avoir dans la Torah en faisant des bonnes actions qui va m'amener de gagner des choses. Ça ne me dérange pas d'écouter. Pourquoi? Parce que le conditionnement est totalement différent. Montrer ce qui est bien pour pouvoir agir bien, et montrer ce qui n'est pas bien, parce que sinon on va ramasser sur la tête. Qui a envie d'entendre du moussard? Surtout dans notre génération. Personne. C'est rare. De temps en temps, ça fait du bien. Mais il faut avoir beaucoup de chassidout derrière. Il faut avoir beaucoup d'amour déjà envers Dieu pour pouvoir se dire, allez, maintenant je vais essayer d'enlever les choses qui ne sont pas bonnes. Mais il faut commencer avec les bonnes actions, il faut commencer avec les bonnes choses. Ça vaut pour l'enfant aussi. Et c'est pour ça que il faut essayer de s'imaginer qu'on vous propose une formation de pilotage qui va vous durer 6 mois. Sauf que pendant 6 mois, vous ne pourrez dormir que 3 heures par jour. Vous ne pourrez pas grand-chose à manger. Ça va être très difficile. Ça va être 6 mois, mais à fond. Est-ce que vous êtes prêts à y aller? La formation, elle est gratuite en plus. Magnifique. Beaucoup vont dire oui. Pourquoi? Parce qu'il y a quelque chose à la clé. Il y aura une satisfaction à la clé. On va être content d'avoir réussi à faire quelque chose dans notre vie. En fin de compte, on va avoir un diplôme à la fin. Et on est prêt à prendre sur soi beaucoup de difficultés. Comment ça se fait? Parce qu'on sait qu'il y a quelque chose derrière qui nous attend. L'enfant, c'est la même chose. Il attend d'abord qu'il y ait une satisfaction matérielle quand il est petit. C'est les bonbons. Puis après, il va grandir, il attend la satisfaction de l'amour de ses parents, la tendresse, de voir que ça lui fait plaisir de voir le sourire de ses parents lorsqu'il revient avec une bonne note. Puis il va grandir, et s'il a été éduqué de cette façon, il va réussir à s'auto-encourager. Ça veut dire réussir à comprendre c'est quoi l'autosatisfaction. Et ça prend beaucoup de temps. Ça prend des années. Généralement, ça commence vers 16 ans. Et encore, si ce n'est pas vers 20 ans. Ça dépend de l'enfant, chacun est différent. Et à plusieurs niveaux. Donc, lorsqu'on va on va apprendre à l'enfant ce que c'est la satisfaction, premièrement matérielle, puis des parents, puis de l'extérieur, puis de soi-même, il pourra par lui-même grandir et évoluer comme il le faut. C'est pour cela que c'est important que l'enfant comprenne que chaque peine et chaque effort va porter un fruit. C'est pour cela qu'il est important d'encourager. C'est pour cela qu'il est important de remercier des fois. C'est important que les gens de l'extérieur aussi lui disent bravo. Quand il y a un enfant qui vient à la Sina, il va dire « Ah, t'es venu ce matin, kol hakavod, ça me fait plaisir de te voir. » En tant que personne, vous voyez un enfant à la Sina, c'est aussi un peu votre devoir. C'est pas votre enfant, c'est aussi votre enfant. Parce qu'on est tous un seul peuple. Et sachez que ce qu'on a vu ce soir, tout ce que je vous ai dit, je me le suis dit à moi-même aussi. J'espère que vous l'avez ressenti, mais en tout cas c'est vraiment comme ça. Il y a énormément de choses que je fais encore comme bêtises. Et c'est pas grave. Pourquoi c'est pas grave? Parce que de la même façon qu'on doit s'auto-encourager et qu'on doit montrer ça à l'enfant, on s'auto-encourage. On n'est pas parfait. Jusque-là, on n'a pas fait au top. C'est pas grave. Parce que de la même façon qu'on apprend à l'enfant que ne pas avoir eu un 10 sur 10, c'est pas grave, parce que l'échec n'est pas en soi un échec. C'est juste un pas de plus vers la réussite. Eh bien, il va continuer à faire. La même chose dans l'éducation, c'est la même chose. On n'est pas au top, mais c'est pas grave, c'est comme ça qu'on apprend. Et en plus, le seul métier qu'on arrive et qu'on nous donne comme ça, sans nous demander la permission, et qu'on n'a aucun diplôme, c'est d'être parent. Donc c'est normal qu'on n'y arrive pas encore à 100%. Il n'y a rien de grave. Mais maintenant qu'on a compris quelques petites choses, on sait sur quoi il faut travailler pour essayer d'être au mieux des parents pour nos enfants. Et donc il ne faut surtout pas se décourager. Surtout pas se décourager, savoir qu'on va réussir, quoi qu'il se passe.
et chacun à son niveau, on va réussir, et que la base de tout, comme on a dit, c'est donner un maximum d'amour à son enfant. Et ça, il faut le faire, attention, comme on l'a dit, il y a des règles. Et il faut savoir que ça fonctionne aussi dans le code de la route de la Torah aussi. En tant que parents juifs, on a aussi ce code de la route de la Torah. Je ne fais pas de morale, c'est de la chassidut, ne vous inquiétez pas. C'est plus facile à faire passer le message. Vous voyez bien que si quelqu'un il prend une voiture et il essaye de conduire et il dit moi je sais comment ça fonctionne une voiture, et il conduit par lui-même, et il ne fait pas attention au code de la route, et il ne fait pas d'entretien de sa voiture, elle ne va pas aller très loin. Donc on voit bien que la police a en soi une force qui est importante. Les règles du code de la route sont très importantes. Les règles de l'entretien d'une voiture sont aussi importantes. Eh bien les règles dans la vie de tous les jours en tant que juif sont aussi importantes. Et on ne peut pas les mettre complètement de côté. Alors quand on sera professionnel et qu'on aura tout étudié, et que là on va réussir à dire voilà, moi c'est bon, je sais comment arranger ma vie pour ça. Là, vous savez quoi, on peut discuter. Mais tant qu'on n'a pas réussi à être professionnel dans la Torah, il faut suivre. Sinon, comment on peut réussir? Et dans l'éducation juive, c'est aussi un peu la même chose. Donc, quand on veut essayer de donner l'éducation juive à son enfant, c'est très difficile, parce qu'il y a des règles. Et ces règles, il faut les connaître. Et ces règles, c'est toute une autre conférence qu'on fera à Bezrat Hashem. Comment est-ce que la Torah nous demande d'éduquer son enfant en tant que juif? Pour lui donner la force et la réussite en tant que juif plus tard dans sa vie. Il y a beaucoup de choses à savoir. On fera ça une prochaine fois à Bezrat Hashem. Donc on va résumer. En fin de compte, ce soir, on a vu, en dernier, que la punition doit être un acte qui est dirigé, qui est conscient, qui doit être maîtrisé, pour pouvoir plus tard enseigner à maîtriser les accès incontrôlés de l'enfant. La deuxième chose, c'est que vous savez, quand on parle de la main droite, c'est la main de la bonté, la main gauche, c'est la main de la rigueur. Pourquoi spécialement la main gauche? Parce que c'est la main faible. Mais elle est présente. Elle a besoin d'être présente. On a besoin de la main de rigueur qui pousse l'enfant, mais on a besoin d'une main plus forte de bonté qui va réattirer l'enfant. Mais si on n'a pas cette main gauche, c'est embêtant. On a besoin. Très important dans tout ce qui est éducation, c'est le conditionnement positif. Très important. Que le moment le plus propice pour faire apprendre quelque chose et enseigner, éduquer un enfant, c'est au moment où il réussit, pas au moment de l'échec. Il a déjà appris ce que c'est l'échec. Il sait très bien ce que c'est un 0 sur 10. Ça ne sert à rien de le rajouter sur la tête. Et le plus important de tout, c'est créer une ambiance de valorisation, de satisfaction pour que son enfant se sente bien à la maison. Et donc pour finir, il faut savoir que une des phrases qui est très importante à se rappeler pour soi-même et pour son enfant, c'est que Dieu n'attend de nous que ce qu'on peut faire, pas ce qu'on ne peut pas faire. Donc si vous avez une difficulté avec un enfant, que ce soit à l'école, que ce soit à la maison, pour réussir à faire quelque chose ou pas, il ne faut pas oublier de lui dire « Sache que je n'attends pas de toi ce que tu sois le meilleur de la classe. J'attends de toi que tu sois toi-même, avec tes forces, ton potentiel, tes réussites que tu as fait jusqu'à maintenant, je veux que tu évolues. C'est ça que je veux de toi. C'est pas grave que tu n'aies pas un 10 sur 10, c'est pas ce que j'attends. Ce que j'attends, c'est que toi, avec tes forces, tu avances, tu apprennes et tu continues. Et tant que l'enfant sait qu'on sera toujours heureux de le voir évoluer, même s'il tombe de temps en temps, il n'y a pas de problème. Parce qu'il va toujours évoluer. Mais une chose la plus importante, avant tout ça, c'est que l'enfant doit savoir qu'on l'aime même dans l'échec. Parce que une des plus grandes peurs qu'a l'enfant, c'est quand il rentre à la maison avec un 0 sur 10, il a peur qu'on l'aime plus. C'est une peur, mais vous ne pouvez pas vous imaginer de ce que c'est cette peur. Et quand il rentre à la maison avec un 0 sur 10, et qu'on le prend dans les bras, et qu'on lui dit « Tu sais, je t'aime, et c'est pas grave, parce qu'on va apprendre ensemble, et on va réussir pour la prochaine fois. » Vous avez tout gagné. Alors que si on l'engueule,
toute la peur qu'il a de se dire mes parents m'aiment plus, elle est concrète. Et ça, c'est très dur pour l'enfant. C'est pour ça que pour finir, on ne doit pas oublier une chose, c'est que l'enfant qui nous a été confié n'est pas totalement à nous. Il nous a été donné par Dieu. Ce qui veut dire qu'on est trois dans l'éducation des enfants. Grâce à Maxime que je ramène cette histoire. On a été trois pour faire l'enfant. Le père, la mère et Dieu. Ce qui fait que même si nous, en tant que parents, on prend la décision pour notre enfant et on est 2 contre 1, Dieu il laisse faire les choses parce qu'on a une majorité. Mais il ne faut pas oublier qu'il est aussi dans cette éducation. Et donc c'est important d'étudier la Torah et d'étudier aussi la Torah à nos enfants, puisqu'il attend ça. En tant que parent, Dieu attend à ce que son enfant fasse ce qu'il faut. Mais il attend aussi que ce soit fait de façon positive. Et ça, c'est une base, comme on vient de l'expliquer. Et donc, j'espère que la prochaine fois, on se verra pour voir un petit peu tous ces détails en plus. Il y a encore pas mal de choses à voir, comme comment faire pour que nos enfants ne soient pas attirés à la rue et qu'ils aiment rester chez nous à la maison. Comment faire pour qu'en tant qu'adolescents, ils aient envie de faire quelque chose, de ne pas être dans la passivité comme c'est aujourd'hui. Qu'est-ce que c'est vraiment une éducation juive? Comment faire? Quelles sont les règles de base? Et donc tout ça, c'est encore beaucoup d'étapes, Bezrat Hashem, qu'on parlera une prochaine fois. On va remercier Maxime et Sandra pour ce soir. On vous remercie à vous tous d'être là ce soir.